Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle de la diplomate onusienne Michelle Bachelet au Cameroun. La patronne des droits de l'homme des Nations Unies a fait le point sur la situation du pays en la matière lors d'une audience à Yaoundé avec le président Paul Biya. Retour au calme à Cotonou après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai, faisant plusieurs victimes. Des tensions nées de la non-participation de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Et le Sénégal est considéré aujourd'hui comme un Eldorado des start-up en Afrique de l'Ouest. Mais l'émergence de ces nouvelles entreprises reste limitée par un manque de financement et d'investissement flagrant. Détail à suivre dans cette édition. La patronne des droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, était reçue en audience à Yaoundé ce vendredi par le président camerounais, Paul Biya. Une rencontre qui s'est tenue dans le cadre d'une visite officielle pour évaluer la situation des droits de l'homme dans ce pays touché par une crise menée par les séparatistes anglophones depuis fin 2016. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est au Cameroun depuis ce 2 mai 2019. Après ses multiples consultations avec certains membres du gouvernement, la diplomate a été reçue en audience par le président Paul Biya. Au centre des discussions entre ces deux personnalités, la situation des droits de l'homme dans le pays. J'ai eu une discussion avec le chef de l'État. Nous avons parlé de toutes les situations que le pays rencontre sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Michelle Bachelet arrive au Cameroun dans un contexte marqué par la crise des régions anglophones, la menace terroriste à l'extrême nord et le climat sociopolitique tendu suite à l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans. Nous nous sommes entretenus sur comment les Nations Unies peuvent continuer de supporter les efforts du pays dans le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme. Rappelons qu'un mois avant sa visite officielle au Cameroun, la patronne des droits de l'homme de l'ONU a dans un communiqué officiel indexé les forces de défense camerounaises sur des supposées violations des droits de l'homme. Le calme est revenu au Bénin après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai à Cotonou. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats des élections législatives du 28 avril, alors que certains s'attendaient à ce que ces scrutins soient invalidés à cause de la non-représentation de l'opposition. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Graziella Tchakounté. Après les violences des 1er et 2 mai 2019, entre protestataires et forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, c'est un calme précaire qui est revenu à Cotonou ce vendredi 3 mai, précisément à Kadiehoun. Les manifestations avaient éclaté alors que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'ancien président. Alertés d'une tentative d'arrestation de ce dernier, d'immenses foules ont accouru pour le défendre. Des scènes de violence qui interviennent au lendemain de la proclamation des tendances des législatives par la Commission électorale nationale autonome qui fait état d'un taux de participation de 22,99%. Dans la soirée du jeudi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs avec un taux de participation de 27,12%. Nous partons que Dieu est très fort. Regardez ce qui s'est passé hier encore, c'est-à-dire c'est triste. Et pourtant, on ne fait pas nonobstant à cela. On proclame les résultats toujours. On dit qu'on veut aller au bout. Mais dans tous les cas, le peuple béninois est indivisé et humble. Nous attendons de voir. Regardez ce qui s'est passé hier devant Yayi Boni. C'est triste. Regardez, lorsqu'un président ne veut pas écouter son peuple, c'est-à-dire c'est très marrant. Des appels surgissent déjà de par le monde, appelant les différents protagonistes à la retenue et au dialogue. Mais pour les autorités béninoises, le pays ne connaît guère de crise post-électorale. C'est du moins ce qu'a martelé ce jeudi 2 mai Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères, à l'occasion d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons un processus électoral qui s'est passé dans des conditions où des partis d'opposition n'ont pas voulu observer les règles que pourtant ils avaient eux-mêmes votées au Parlement.
nous essayons de travailler à régler cette situation. Il y a eu quelques débordements et nous sommes bien entendu sous le leadership du président Patrice Talon en train de travailler à ce que tout rentre très rapidement dans le calme. Notons que c'est la première fois depuis 1990 que le Bénin enregistre de telles violences post-électorales. De leur côté, les forces politiques de l'opposition se sont exprimées par la voix de leur porte-parole, Éric Oundété. Celui-ci est revenu sur les tensions post-électorales au lendemain des élections législatives du 28 avril et a dénoncé l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre dans les journées du 1er et du 2 mai qui ont fait plusieurs pertes en vie humaine. Je vous propose de l'écouter. Les forces de l'opposition condamne avec fermeté ces actes de barbarie et dénonce l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elle dénonce les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elle réclame une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon, aux familles de toutes les victimes. Les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Les forces de l'opposition considère nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. En République du Congo, l'Union pour un mouvement populaire revendique la 3e vice-présidence de la Commission nationale électorale indépendante au vu de son poids politique actuel. Un poste resté vacant depuis 2016. Le ministre de l'Intérieur a laissé le 29 avril un délai d'1 semaine au Parti du Centre pour désigner celui qui occupera cette fonction, faute de quoi il nommera lui-même un cadre de son ministère à ce poste. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Parti du Centre, Union pour un mouvement populaire, revendique la 3e vice-présidence de la Commission nationale électorale indépendante perdue en 2016 après la nomination de son titulaire Elvis Sallisan Okombi au gouvernement. Selon les cadres de l'UMP, il est hors de question que le ministre de l'Intérieur nomme son agent à ce poste. Le bureau exécutif de l'UMP informe l'opinion que cette énième réunion sur la désignation du 3e vice-président de la Commission électorale indépendante, poste revenant de droit à l'UMP en sa qualité du plus grand parti du centre en termes d'élus, est une décision incompréhensible. En effet, le ministre de l'Intérieur a sommé la semaine dernière le bureau exécutif de l'UMP à lui faire parvenir une liste de 3 noms pour retenir celui qui briguerait ce poste dans un délai d'1 semaine. Au cas contraire, il nommerait un agent de son ministère. La présence au sein de cette commission est organisée par la loi électorale. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de parallélisme de forme. Donc, ce que Sallisan doit faire, en réalité, il a le droit de revendiquer certains partis de centre. Il a un poids électoral qui n'est pas contestable. À partir du moment qu'il organise le centre. Et à partir de ce moment, lorsqu'il aura fini d'organiser le centre, qu'il choisisse, qu'il désigne. Si c'est lui qui ira là-bas en tant que président du parti, tant mieux. La Commission nationale électorale indépendante est composée de façon égale par des représentants de l'État, des partis de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile. Mais la loi électorale n'autorise pas au ministre de désigner un agent de son ministère. Selon certaines interprétations, le titulaire de ce poste doit être choisi à l'unanimité au sein de tous les partis du centre. Les startups sont en pleine émergence au Sénégal. Le pays figure parmi les États les plus développés en la matière selon la Banque mondiale. Et même si des fonds spéciaux sont dédiés au financement des startups nées au Sénégal, ces financements restent limités. De nouveaux outils seraient nécessaires pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Marcel Farba-Maroun.
Selon les données de la Banque mondiale, le Sénégal figure parmi les pays où les start-up sont en pleine évolution. 22 millions de dollars ont été collectés grâce au développement de ces entreprises, soit près de la moitié des 54 millions de dollars collectés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Même si les chiffres sont reluisants, la réalité de ces petites entreprises est parfois tout autre sur le terrain. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. La créatrice de mode Sarah Diouf gère également sa propre entreprise au Sénégal. Elle vend uniquement en ligne et a saisi des opportunités d'affaires au Sénégal en raison de la riche culture de la couture du pays. Mais pour elle, ce qui freine le développement et la croissance des jeunes entreprises sénégalaises, c'est le manque de compétences et de formation. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection, qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de start-up n'ont pas accès au financement en Afrique. Pour l'institution financière, une nouvelle catégorie d'instruments financiers doit émerger pour fournir le capital de pré-amorçage et d'amorçage dont ces entreprises en phase de démarrage ont besoin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.